Et vous êtes toujours sur Smart Tech. Nous sommes désormais en plateau en compagnie de Jean-Paul Smets, qui est le patron de Rapid Space et surtout notre chroniqueur du monde du libre dans Smart Tech. Tu nous fais à chaque fois découvrir cet univers. Merci pour ça. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Je voulais d'abord te faire réagir à une actu que j'ai vue passer cette semaine. 80% des librairies issues du monde du libre n'étaient pas maintenues. Qu'en penses-tu ? Ça veut juste dire que soit on doit être responsable et participer à leur financement, et comme ça elles sont maintenues, soit ça veut dire qu'il y a des effets de mode qui font que des librairies qu'on utilisait, on ne les utilise plus pour diverses raisons. Et en fait, derrière ça, il y a d'abord l'idée du financement. Il y a des gens qui pensent que le libre pousse tout seul, qu'il y a besoin de rémunérer personne et donc qu'ils n'ont rien à faire eux-mêmes. Ça, c'est un mauvais calcul. Pour s'assurer que le libre continue à exister, on n'a pas trop de choix. Soit on embauche des développeurs qui contribuent au logiciel, soit on rémunère des éditeurs, que ce soit des sociétés privées ou des fondations, pour qu'elles contribuent et maintiennent le logiciel. Et si ça ne se fait pas tout seul, quoi. Si on pense que ça pousse tout seul, à la fin, on a des mauvaises surprises. Et il y a un deuxième côté qui est le phénomène de mode, où en fait, en informatique, souvent la même chose change de nom, mais en fait c'est la même chose. Et on peut prendre par exemple le cas des messageries instantanées. Il y a un vieux protocole qui s'appelle Jabber XMPP qui permet de faire des messageries instantanées. Google l'avait utilisé. Puis il y en a un autre qui est devenu un peu à la mode, Matrix de la société britannique Element. Donc quand l'État français a fait sa messagerie instantanée, qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris le logiciel à la mode britannique d'Element plutôt que celui qui était fait par une société française comme Process One. Et s'il recommençait aujourd'hui, peut-être qu'il prendrait Signal ou Srima. Donc on a une espèce de mode en informatique, ça change tout le temps. Le code suivant refait la même chose que le précédent et à la fin, il y a des logiciels qui ne sont pas maintenus. Oui, alors c'est vrai que ce changement permanent dans l'informatique, il peut créer parfois l'impression d'ailleurs qu'on est complètement dépassé par cette vitesse de changement technologique. Et donc ce que tu nous dis, c'est que c'est la même chose dans le monde du libre ? C'est pareil. Donc le libre est sujet à des modes très très puissantes, avec des changements de mots, notamment dans le marketing. Aujourd'hui, on parle de DevSecOps. Il y a quelques années, c'était le DevOps. Et il y a 30 ans, ça s'appelait la gestion de configuration ou Configuration Management. Le libre n'est pas à l'abri du marketing. Donc. Oui, comme toute l'informatique. Et donc, par exemple, le Configuration Management, l'idée qu'il y a derrière, c'est automatiser le travail des administrateurs système pour ne plus avoir d'administrateurs système à la fin et le remplacer par des logiciels qui automatisent tout. C'est une idée, en fait, qui est ancienne, mais qui a changé de nom une dizaine de fois. Et c'est le cloud. Et c'est le cloud. Et à quand remonte cette idée d'automatiser ce métier des administrateurs ? Alors, pour moi, elle remonte à un logiciel qui s'appelle CF Engine, qui date de 1993. Et c'est un logiciel qui a d'abord été un logiciel de la Free Software Foundation, un logiciel GNU, avant de devenir le logiciel d'un éditeur du même nom, CF Engine. Il est utilisé aujourd'hui toujours par LinkedIn pour gérer son infrastructure. Il a été utilisé par Facebook. Il a géré jusqu'à 1 million de serveurs dans le monde. Et aujourd'hui, il reste 30 ans après, il existe toujours. Il est plus avancé probablement que les autres. Ses principes n'ont pas changé. L'idée de base, c'est qu'on va définir des règles de bonne gestion ou de bonne exploitation d'une grande infrastructure de cloud. On pourrait dire des règles de compliance. Et après, on laisse le logiciel vérifier qu'elles sont appliquées et corriger l'infrastructure si jamais les règles ne sont pas appliquées. Donc, le job de l'administrateur système. Par un logiciel. Et j'imagine que c'est l'auteur de CF Engine qui t'a inspiré et dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Oui, alors il s'appelle Mark Burgess, c'est un Britannique. À la base, c'est un physicien. Quand il était jeune, c'était le genre d'élève, quand une matière lui plaisait pas, il avait 0. Quand ça lui plaisait, il avait 20 sur 20. Et à la fin, il était premier de la classe avec plusieurs zéros. Et c'est quelqu'un d'assez iconoclaste qui a commencé dans la physique. Il était admis à Oxford, mais il a préféré aller à Newcastle, travailler avec le professeur Keith Runcorn, lui-même élève de Patrick Blackett, qui est un prix Nobel et à qui on doit des travaux sur les rayons cosmiques. Après avoir fini son doctorat, il était allé faire du ski en Norvège. Il a trouvé que c'était un pays fort agréable et il a écrit au professeur Finn Randall pour lui demander s'il peut venir. Par chance, il y avait un groupe de physique qui se créait, donc il a pris sa voiture le 5 janvier 1991. Il a traversé les montagnes norvégiennes avec des pneus d'été, ce qui a fait un voyage absolument mémorable.
Et puis il a continué, et toujours dans sa série des prix Nobel, et il s'est lié d'amitié avec le Nobel Julian Schwinger. Et un jour, il s'est intéressé au système Unix et il s'est demandé mais comment pourrait-on l'automatiser. Donc il a créé CF Engine en 1993. Une année après, il le présentait à Paris à la conférence HEPIX. Et la physique étant moins rémunératrice, il est devenu après professeur d'informatique au collège universitaire d'Oslo. Et il s'est dit, je vais faire en fait de l'informatique en considérant que quand on met beaucoup d'ordinateurs ensemble, ce n'est pas un système déterministe, c'est-à-dire que souvent en informatique, on pense qu'on donne des ordres à l'ordinateur, il les fait et il n'y a pas d'aléatoire. Non, il a dit quand on met beaucoup d'ordinateurs ensemble, c'est plus comme un gaz ou un système physique, quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait prévoir. Presque un organisme vivant. Et oui, c'est ça son article suivant. Justement, c'était l'immunologie appliquée à l'informatique, ou comment les grands systèmes informatiques se réparent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on en parle dans l'émission et ça s'appelle le biomimétisme. Ça date de 1998, toujours Mark Burgess. Et donc, l'autre idée, quand on considère que l'ordinateur est comme un être vivant, c'est qu'on va éviter de faire du micromanagement. Au lieu de lui dire fais ci, fais ça, et puis dans tous les détails, on va plutôt lui dire j'aimerais que tu sois dans tel état et débrouille-toi pour y être. Et c'est ce qu'il appelle la théorie des promesses. Donc, par exemple, j'aimerais que tu aies 10 bases de données en train de tourner pour 3 utilisateurs, puis l'ordinateur se change lui-même, se configure et à la fin a ces 10 bases de données pour 3 ordinateurs. Donc on voit qu'en fait, c'est la physique et la biologie qui l'a inspiré. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, tout ce qu'il a inventé reste peu connu, peu enseigné. On continue de voir des développeurs faire du micromanagement, c'est-à-dire d'écrire des petites étapes pour configurer des clouds. Mais tous les grands systèmes des GAFAM fonctionnent depuis 15 ans sur les idées de Mark Burgess qui ont été créées il y a 30 ans. C'est pour ça que, pour moi, en fait, Mark Burgess est en quelque sorte le concepteur du cloud. Comme il l'a conçu sous forme de science, cette science, elle est partagée, elle est libre, et donc on peut tous aller étudier ce qu'il a fait et créer nos propres clouds libres. Merci beaucoup Jean-Paul Smets de nous avoir fait découvrir Mark Burgess. Merci encore. Je rappelle que tu es PDG de Rapid Space. À suivre dans Smart Tech, on continue avec l'aventure de l'innovation. Cette fois, on va découvrir un robot sauveteur nageur.